Bien, bonjour à tous. Merci d'être déjà si nombreux pour cette early session. Comme je vous le disais, mercredi soir à l'Assemblée générale, on a étudié très attentivement les réponses que vous avez bien voulu nous donner à l'enquête sur nos productions. Et en les étudiant, on s'est rendu compte que certaines des recommandations qui ont été émises, notamment en 2013 et puis en 2016, là, ont un petit peu bousculé certaines de vos croyances, certaines de vos habitudes, certaines de nos connaissances. Et avec le conseil scientifique, on s'est dit que ce serait pas mal d'organiser une espèce de séance fac, mais à l'oral, et de vous proposer cette session débat. Alors on s'est dit, est-ce qu'on l'a fait à minuit? Est-ce qu'on l'a fait dans la nuit? Ce sera festif. Est-ce qu'on l'a fait est-ce qu'on l'a fait à 8h du matin? Puis bon, ce qui nous a paru le plus sage, c'était 8h du matin. Voilà. Donc, comme je vous le disais, ces recommandations, notamment sur l'opéré, et puis là, celle-ci sur la désinfection cutanée, ont un petit peu bousculé. On vous propose donc de débattre avec nous, et on a préparé juste une espèce de plan avec les questions qui remontaient du terrain, juste pour organiser un petit peu le débat, pour que ce soit pas, puisqu'on n'a qu'une heure et qu'on commence qu'à 8h. Si vraiment on manque de temps, l'année prochaine, on viendra encore plus tôt. Alors pour structurer ce débat, on vous propose ces 5 questions, et on vous propose donc d'attribuer le temps qu'il faut à chaque question. Peut-être qu'on pourrait répertorier vos questions et puis y répondre. Ça nous paraît une façon d'organiser cette petite heure raisonnable. Et puis juste, il ne s'agit pas de rediscuter les choses qui ont été mises en évidence, mais donc d'apporter un certain nombre de compléments pour des choses qui vous paraîtraient pas suffisamment précises. Voilà, donc la séance est à vous, les questions aussi. On peut commencer donc avec la première question. Faut-il une détertion ? Bien, en termes de méthode, on vous propose de répertorier un petit peu toutes les questions que vous vous posez autour de ce premier chapitre, autour de la détertion. Et ensuite, on va essayer d'apporter les éléments qui ont alimenté le débat et qui ont conduit à l'élaboration des recommandations sur ce chapitre-là, sur cette partie précise des recommandations 2013-2016. La parole est à vous. Alors, je suis Nathalie Duguillot, du CHU de Nancy. J'ai eu l'occasion de faire partie du groupe de travail sur les antiseptiques, mais je me fais un peu le relais des questions que j'ai eues à la formation DPC sur la pose de cathéters sous-cutanés. Et la première question qui m'a été posée, c'est quoi une peau propre ? Quand on a un patient qui a transpiré toute la nuit, on ne le voit pas forcément, et ça c'est vraiment une question qui a paru gêner en tout cas les personnes avec qui j'étais en formation. Comme je le disais, on va essayer de colliger un petit peu les questions sur le chapitre et puis de regarder les éléments de réponse dont on dispose et les éléments du débat. Peau propre, c'est vraiment une question qui se pose depuis très très longtemps. Je vous rappelle que cette question a été déjà posée il y a maintenant plus de 10 ans, autour de la friction hydroalcoolique. On fait un geste d'hygiène des mains par friction hydroalcoolique sur des mains propres. Et la définition qui a été retrouvée et que l'OMS nous rappelle, c'est quand même des mains visiblement non souillées. Donc c'est un petit peu cette idée qui a prévalu à la fois en 2013 lorsqu'on a parlé de peau propre, même si dans les commentaires on disait c'est difficile de définir ce qu'est une peau propre, c'est même difficile de trouver un terme
permettent de décrire et d'être lisibles par tout le monde. Est-ce qu'on va parler de peau non souillée, de peau visiblement propre, macroscopiquement propre? Plein de termes ont été proposés. Finalement, c'est ce terme-là qui a été utilisé et qui commence, certes, il reste des interrogations, mais qui commence à faire un petit peu son chemin. Et j'ai un peu le sentiment, c'est un avis personnel, qu'on ne se pose plus la question pour les mains aujourd'hui, avant de faire une friction hydroalcoolique, sur ce que sont des mains propres avant de faire une friction hydroalcoolique, plutôt qu'aller se laver les mains à un point d'eau avec de l'eau et du savon. Oui, Philippe Asquier, je suis président d'un comité de lutte d'une clinique privée à Tours. On a écrit des protocoles où il était question de 1 temps, 2 temps, 4 temps, de respecter un séchage entre le premier et le deuxième temps quand on pose une perfusion. J'ai rien entendu de tout ça hier. Ça a disparu complètement, au moins de la façon de le dire. Qu'est-ce que c'est devenu ? Oui, il n'y a pas que ça qui a disparu. Vous avez entendu parler de nettoyage plutôt que de scrub, de détertion. Effectivement, c'est pour coller un petit peu à l'évolution notamment des connaissances que ce vocabulaire change également. Donc, comme disait Bruno, eh bien, la notion de peau propre, c'est une peau qui est visiblement non souillée. Et à partir de là, sur une peau propre, on désinfecte. Sur une peau qui est visiblement souillée, on nettoie, et puis ensuite on désinfecte. Voilà un petit peu les séquences qui sont, je pense, finalement assez simples à mettre en œuvre. Oui. Oui. Une application soigneuse, alors on avait même écrit, je crois, en 2013, et c'est ce qui est repris dans d'autres recommandations internationales, une application large d'antiseptique sur une peau propre. Alors, vous savez que les stratégies en 2 temps, 4 temps, en particulier pour les cathéters veineux périphériques, puisque c'est là que les choses avaient été développées de façon un peu large en 2005, ouvraient quand même la possibilité pour des cathéters de courte durée d'avoir une stratégie qui ne passait pas par une détertion préalable à la pose de l'antiseptique, le 4 temps, et proposer une stratégie en 2 temps. Aujourd'hui, sur une peau propre, on peut considérer que l'application de l'antiseptique a une efficacité équivalente à une stratégie qui passerait par une détertion préalable. Bruno Jean-Ralph, donc Zahar Ranger. Parmi les gens qui ont des inquiétudes, il y a un certain nombre de personnes qui disent que finalement ce sont des études randomisées qui ont permis de démontrer l'inutilité de la détertion. Est-ce qu'on a des études quasi expérimentales ou des descriptions, on va dire, de cohortes qui montrent que finalement la non-application de la détertion n'expose pas à un sur-risque d'infection ? Raphaël Girard, je pense que se rappeler de notre expérience autour de l'hygiène des mains est intéressante. Rappelez-vous, pendant des années, la désinfection chirurgicale par friction, c'était lavage au savon doux très soigneux des coudes et la friction venait après. À l'heure actuelle, on a été obligé, suite à un certain nombre de publications, de séparer les deux. La désinfection chirurgicale ne comprend plus que le temps de friction et on conseille un lavage au moins 10 minutes avant. Et ces changements ont été faits, non pas sur la base d'essais randomisés par rapport au taux d'infection, parce qu'on n'en a jamais eu pour la désinfection chirurgicale, mais là sur des études expérimentales, montrant que suivant le temps qu'il se passe entre le moment où la peau est mouillée et le moment où on fait l'application de la friction, l'efficacité de cette friction augmente lorsque le temps de séchage augmente et probablement par 2 phénomènes et principalement un phénomène de dilution de l'antiseptique par l'eau résiduelle dans la couche cornée. C'est pas impossible qu'on ait un mécanisme du même genre au niveau de la préparation cutanée dans d'autres localisations.
Oui, bonjour, Amine Siali, CHI de Créteil. Si je regarde dans le domaine de la réa, chlorhexidine plus que bétadine alcoolique, c'est ce que j'ai compris hier. Et pourquoi le mot friction n'a pas accompagné chlorhexidine? Parce qu'on passe de absence de détertion et on va directement à l'antisepsie en insultant. Quand on rajoute la chlorhexidine à 2%, on parle de friction, temps de séchage. Est-ce que la friction a disparu ou alors elle va venir? Si vous voulez bien, on parlera de la chlorhexidine. Vous avez vu, j'ai présenté les questions qu'on vous propose pour organiser le débat. Et donc, le choix de l'antiseptique va venir dans un petit moment. On voudrait peut-être finir sur la friction. Enfin, je crois qu'on a dit quand même l'essentiel. On a essayé de définir la peau propre. Elle l'est notamment par l'OMS. On est revenu sur la friction, c'est des notions qui ont évolué et puis qui finalement sont très bien acceptées désormais. Je pense que pour situer ce nettoyage de la peau, on peut s'aider du parcours du patient, du chemin clinique du patient. Ça, c'est important de le connaître. C'est sûr que quelqu'un qui va arriver après un accident de la route, il a une peau souillée, on va lui proposer un nettoyage de la peau, c'est évident. Et puis, voilà comment on peut certainement organiser les choses. Peut-être dans le questionnement que Jean-Ralph nous rappelait, effectivement, on aime prendre des décisions sur des études randomisées qui montrent la supériorité d'une technique par rapport à une autre. Peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, peut-être qu'aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, compte tenu des niveaux d'infection qu'on observe, que ce soit en chirurgie ou que ce soit en réanimation sur les abords vasculaires, la question la plus pertinente serait la notion d'équivalence ou de non-infériorité d'une stratégie par rapport à une autre. On a besoin, je pense, de mettre de l'evidence-based medicine dans nos choix, dans nos décisions de recommandations en hygiène. C'est un sujet qui avance très fort ces dernières années, mais qui n'était pas aussi riche que ça antérieurement. Mais quand même, si on reprend un petit peu la place de l'application d'un antiseptique sur une peau propre, on a quand même l'expérience de nos collègues anglo-saxons qui ont très peu utilisé la notion de détertion formelle avant d'appliquer un antiseptique, et on a des données quand même relativement solides autour de ce point-là qui sont issues de cohortes, qui sont issues de séries de patients, sans être forcément dans la logique d'études randomisées. Je vous propose, si les choses ont été suffisamment claires, de passer à la prochaine question. Donc on vous proposait de débattre autour du choix d'un antiseptique alcoolique. Passez la diapo, puis on va prendre vos questions. Cette recommandation est clairement affichée depuis 2013. Elle fait débat, ou en tout cas elle entraîne un certain nombre de questionnements. D'ailleurs, plus récemment, en 2013, j'ai pas trop souvenir d'avoir entendu des collègues s'interroger sur ce choix. On était peut-être dans le cadre de la chirurgie, bien qu'il ait été fait état, et que c'était publié d'ailleurs, des accidents au bloc opératoire par brûlure suite à l'utilisation d'un bistouri électrique, dans des conditions où des poches d'antiseptiques alcooliques étaient conservées, soit dans les plis du champ, soit dans des plis cutanés pour des personnes à plus fort risque. Et le bistouri électrique enflammait cet antiseptique alcoolique. La première fois où on m'a posé une question sur ce sujet, c'était dans les suites de brûlures, plus que dans le choix d'efficacité. Alors on peut aussi reprendre un élément qui avait été évoqué dans un papier important, me semble-t-il, l'étude de Rabi Darwish, qui a été publiée en 2010, où, si vous vous souvenez un petit peu de l'étude, c'était la comparaison avec comme critère de jugement à l'infection de site opératoire de deux stratégies de préparation cutanée avant l'intervention chirurgicale. Une préparation cutanée à base de chlorhexidine alcoolique à 2% versus une stratégie de préparation cutanée avec une détertion, puis l'application
de polyvidone iodé aqueuse. Et à la question qui lui a été posée, qui était de dire mais pourquoi ces deux bras? Qu'est-ce qui avait justifié le choix de comparer un antiseptique alcoolique avec un antiseptique aqueux, les deux molécules étant d'ailleurs différentes? Sa réponse était que l'antiseptique à base aqueuse était très largement utilisé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas? J'en suis moins sûr. J'ai l'impression que l'antiseptique alcoolique à base alcoolique a trouvé, en tout cas en chirurgie, une place extrêmement importante. Mais la question est ouverte. Corinne Caponi-Guillon, donc l'antiseptique alcoolique a été très facile à introduire dans les blocs opératoires parce qu'il avait un avantage par rapport à la bétadine, enfin la PVPI dermique, c'est qu'il séchait beaucoup plus rapidement. Et dans le cadre de l'impatience généralisée de nos chers chirurgiens, il y a eu un bénéfice très important. La seule chose, c'est qu'on l'a accompagné de discours de prudence en leur rappelant qu'ils travaillaient déjà avec la chlorhexidine alcoolique et qu'il fallait qu'ils fassent autant attention avec l'un qu'avec l'autre par rapport au risque de brûlure. Ça paraît quand même complètement évident. Après ça, il y a une chose contre laquelle j'essaie de lutter, moi, régulièrement, c'est quand on prépare un champ opératoire, ça ne sert à rien d'inonder et de faire couler l'antiseptique à flot. Il faut mettre ce qu'il faut, juste ce qu'il faut, rien que ce qu'il faut. Voilà. On est bien d'accord et c'est totalement... non seulement l'esprit, mais la lettre des recommandations millésime 2016. On va dire que cette question pose moins débat, et donc, puisqu'on a une session qui est relativement courte, on va peut-être passer à la troisième question. La troisième question, le choix de la molécule antiseptique. C'est probablement la question qui est la plus touchy en ce moment. Toujours dans une logique de colliger l'ensemble des questions et de voir un petit peu les éléments de réponse. On est là pour débattre. Merci de poser des questions. Effectivement, comme ça, on pourra apporter les éclairages, en tout cas, qui avaient guidé les groupes d'experts en 2013 et en 2016. Moi, je voudrais revenir sur l'étude qui est au singulier. Je reviens un petit peu sur la remarque que j'ai faite hier. Je voudrais vous demander plutôt, parce que je ne l'ai pas fait hier, sur quel type de cathéter précisément vous avez eu un effet bénéfique. Et est-ce qu'il n'existait pas des types de cathéters où l'effet bénéfique de la Chlorex sur la PVPI n'était pas évident? Je pense qu'avant de laisser la parole à Bruno, on ne peut pas dire qu'il y a une étude qui montre la supériorité de la chlorhexidine. Il y a de nombreuses études. Elles ont été citées hier matin dans la session plénière, notamment dans l'exposé de Jean-Christophe Lucet. Et ce ne sont pas des études forcément récentes. Il y a des études déjà très anciennes qui ont montré cette supériorité. Pour l'étude CLEAN, je vais laisser la parole à Bruno, mais il y a de nombreuses études. Il a cité Denis Mackie, il a cité MEFR, il a cité Pronovost. Ce sont des études qui montrent cette supériorité. Avant d'aller sur l'étude, peut-être nous dire la difficulté qu'il y a à essayer d'analyser ces études dans la mesure où le comparateur n'est jamais le même en termes d'alcool, en termes de concentration. Peut-être revenir plutôt sur quelque chose de général que de se focaliser sur cette étude qui semble un peu crisper toute la France. Donc voilà, moi je pense que l'idée générale pour nous, qui sommes hygiénistes, c'est d'essayer de comprendre comment interpréter les différents résultats que nous avons et quelles sont les limites dans la mesure où les comparateurs ne sont pas toujours les mêmes, il y a des différences sur le mode d'application, machin, quelque chose de plus général. Bonjour, Serge Ao Dijon. Je voulais aussi qu'on aborde, même si ce n'est pas prévu dans les questions, les aspects méthodologiques, parce que j'entends dire c'est une étude, mais il y a l'étude monocentrique, il y a l'étude multicentrique, c'est quand même pas la même chose. Donc on ne peut pas mettre tout ça sur le même plan. Et je pense qu'il faut garder 5 minutes pour quand même parler de ces choses-là. Jean-Christophe Séguier, Poissy-Saint-Germain. Moi, c'était un petit peu en parallèle. Je suis surpris toujours par les études étrangères où on a un taux d'ISO, quand on s'occupe de la préparation cutanée, qui est quand même bien supérieur au taux français.
Vous reprenez par exemple l'étude récente là, sur les césariennes, ils sont à plus 5 ou 7%. En France, on est glorieusement à 1,6% dans les taux de isorésin. Moi, de mon établissement, on est entre 2 et 3%, donc on est certainement mauvais. Et les autres sont vraiment très mauvais aussi pour avoir 7%. Donc je me demande quelle est vraiment la pertinence de notre suivi des infections du site opératoire. Oui, Claire Maheu, Albi. Moi, je reviens sur la question quelle molécule antiseptique. En fait, on parle toujours de chlorhexidine et polyvidone iodé. Mais par exemple, moi, j'ai discuté avec mes pédiatres il n'y a pas très longtemps, et dans les recos SF2H, c'est beaucoup le daquin qui est préconisé. Donc, c'est une molécule chlorée, alors qu'il n'existe pas avec de l'alcool. Mais voilà, est-ce qu'on reste sur les recos pour la pédiatrie comme avant? Est-ce qu'il faut garder la détertion? Est-ce qu'il faut l'enlever? Enfin, ça fait beaucoup de questions, quoi, pour les enfants. S'il y a encore une ou deux questions autour de ça, on va essayer de faire un petit peu le tour de l'ensemble de ces questions. Elles sont toutes liées. Hein. Oui. Bonjour, je suis Pascal Boussion de Château-du-Loir. Oui, à propos du daquin, pourquoi ça n'a jamais été étudié chez l'adulte aussi? Parce que quand on regarde les spectres d'activité du daquin et de la polyvidone iodée, par exemple, ils sont équivalents. Bien sûr, il n'y a pas de version alcoolique, mais... Voilà. Agnès-Cécile Montfermeil. Je voulais savoir si dans certains pays, la chlorhexidine était encore davantage utilisée qu'elle ne l'est actuellement en France, et est-ce qu'ils ont des études qui montrent qu'il y aurait peut-être une baisse d'efficacité au fil du temps? Oui, bonjour, Anne Le Rousseau, je suis médecin anesthésiste et médecin hygiéniste dans une clinique chirurgicale à Lorient. Donc quand on va dans des congrès comme ça, nous on écoute un petit peu les recommandations et on va essayer de ramener un message to take home. Bon, en pratique, qu'est-ce que je fais lundi? Je mets à la poubelle la bétadine alcoolique et je commande des Chlorapprep, etc. Donc avec négociation auprès de la pharmacie, augmentation du... Enfin, voilà, je pense que là, il y a eu des décisions fortes que les gens de base vont essayer de recommander, et ça a une implication commerciale, qui a un coût important. Donc nous, on met à peu près 300, enfin on va dire 150 cathéters centrales par an, une centaine de PICC-line. On a une infection avec une bactériémie sur cathéter à peu près par an. Donc c'est pas anodin, hein. C'est vrai que pour la personne qui a ça, c'est une infection grave. Mais est-ce qu'il faut tout changer avec les recommandations que on essaie de suivre, qu'on essaie de mettre au point. Et là, je pense que là, il y a un impact commercial et financier qui est fort. Donc, je voudrais que les responsables de la SF2H nous appuient et argumentent un petit peu plus leur décision qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent. D'accord. Une question devant aussi. Bonjour, Frédéric Dio, Paris. Aujourd'hui, est disponible dans les établissements de santé la chlorhexidine à 0,5. Les études sont présentées avec la 2%. Je voulais savoir, est-il impératif d'utiliser la 2 si nous décidons de switcher l'antiseptique, ou pouvons-nous utiliser le produit disponible actuellement? D'accord. Bon, je vous propose d'essayer de voir les éléments qui ont un petit peu sous-tendu les recommandations. Alors, il y a effectivement un côté étude scientifique, solide, avec des méthodologies qui ne souffrent pas de discussion. Je pense que l'essai randomisé avec une évaluation de l'effet en aveugle et nous garantit quand même un sérieux et une qualité dans l'interprétation des résultats. Ensuite, on va regarder d'autres éléments et effectivement, le fait d'avoir des études qui portent sur des populations qui ont des taux d'infection relativement élevés peut nous interpeller sur le choix des critères d'inclusion. J'ai envie de revenir un petit peu sur l'étude de Tully, qui était quand même une étude pragmatique en chirurgie, mais qui portait sur l'ensemble des césariennes qui étaient prises en charge dans l'hôpital à Saint-Louis où cette étude a été menée. Donc on est dans des situations où finalement on n'a pas une sélection de population extrêmement serrée.
avec des critères d'inclusion qui finalement vont rendre la population étudiée assez différente de la population qu'on prend tous les jours en charge dans nos établissements de santé. Donc on a des éléments dans les études qui nous permettent de dire est-ce que c'est vraiment quelque chose de très spécifique ou c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours. On a de plus en plus d'éléments qui nous rapprochent de la vie de tous les jours, donc je pense qu'on peut interpréter un petit peu ces études sans trop de difficultés. On a des études qui sont plutôt multicentriques, et ça c'est quand même un point très important, puisqu'on aura un peu moins l'effet centre et une pratique et une modalité finalement de management de tous les autres éléments qui vont contribuer au risque infectieux sur la chirurgie ou sur un abord vasculaire. On est bien d'accord que l'antiseptique ne fait pas tout dans la prévention du risque, que l'ensemble des organisations, des habitudes et des autres pratiques de soins vont contribuer à la prévention du risque infectieux. C'est pas pour rien qu'un certain nombre de bundles ont été proposés pour prévenir les infections. Je pense en particulier aux abords vasculaires et les travaux de Peter Pronovost. Et en chirurgie, il y a des idées aussi qui sont en train de se développer très largement autour de ces bundles. Sauf qu'à un moment, il faut aussi pouvoir se poser la question de la validité scientifique du choix d'un des éléments du bundle. Et un des éléments relativement fort, fondamental, c'est l'antiseptique, la molécule antiseptique utilisée. Donc je pense qu'on est là devant une étude qui vient conforter, qui vient apporter un éclairage complémentaire à de très nombreuses études depuis 25 ans, depuis très longtemps déjà, qui étaient un petit peu dans le sens de la prise en compte d'un bénéfice à l'utilisation de la chlorhexidine par rapport à la polyvidone iodée. Bon, maintenant, si on regarde de très près, c'est quand même beaucoup d'études nord-américaines avec une très large expérience d'utilisation de la chlorhexidine, ce qui veut dire quand même qu'on connaît mieux, probablement, cette molécule que d'autres molécules. Alors, ça permet de répondre un petit peu aussi, ou d'éclairer un petit peu la question sur les pays qui utilisent très largement la chlorhexidine. Est-ce qu'ils ont vu des effets en termes de réduction de l'efficacité? Clairement, aujourd'hui, non. Et on aborde bien le problème de la résistance, on va revenir un petit peu dessus, mais je crois que c'est un point qu'il faut garder en ligne de mire, mais aujourd'hui on n'est pas en situation d'avoir ce type d'effet adverse rédhibitoire pour l'utilisation d'une molécule. Alors, je voudrais ouvrir également le débat sur les chlorés. Oui, effectivement, l'ensemble des produits chlorés serait très intéressant, sauf que la littérature est d'une pauvreté incroyable. Alors, pourquoi ça n'a jamais été étudié? J'ai du mal à répondre. Dans les faits, ça n'a pas été étudié, ou ça a été très peu étudié. Alors bien sûr, on a pour les enfants un certain nombre de repères parce qu'il y a des limites d'utilisation d'autres produits antiseptiques, donc ça a été un peu mieux étudié et ça fait partie des recommandations. À ce sujet, je voudrais juste rappeler que les recommandations de 2016 ne portent pas chez les enfants, puisque c'est un critère d'exclusion d'emblée. On ne peut pas embrasser l'ensemble des problèmes de l'antisepsie, et donc on avait décidé d'exclure les enfants du champ de la révision, de la réévaluation des recommandations sur l'antisepsie. Donc 2016, on ne parle pas des enfants, mais je crois quand même que s'interroger sur les chlorés est une vraie bonne question. Alors, ce n'est pas un antiseptique nouveau. Les chlorés ont été inventés il y a 50 ans, non plus. Je ne sais pas, j'étais pas née. Oui, bien avant notre naissance. Donc, ça fait partie des molécules extrêmement anciennes, très efficaces, mais pour lesquelles on a très peu de données scientifiques. Donc, on peut peut-être l'évoquer dans les pistes de recherche, mais très clairement, il faudrait qu'on avance un petit peu sur des études un peu sérieuses utilisant les chlorés. Je pense que c'est un point relativement important. Alors, je reprends un petit peu la question, chlorhexidine 0,5, chlorhexidine 2%. Il n'y a pas beaucoup de données. Il n'y a pas beaucoup de données, en tout cas, il n'y a pas de données cliniques solides. Ce qu'on a, c'est des critères indirects d'études sur peau saine ou d'études in vitro, qui serait plutôt en faveur de l'utilisation de la chlorhexidine à 2%. Alors maintenant, je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre la concentration de chlorhexidine la plus efficace et la concentration de chlorhexidine la moins génératrice d'effets secondaires. 0,5%,
versus 2%, c'est ce qui a été le plus étudié. Dans la littérature, on trouve des chlorhexidines alcooliques à 4,5%. Il y a assez peu de détails sur les effets secondaires dans ces papiers. Bon, c'est pas en Europe non plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit faire encore l'objet de pistes de recherche. Et vous verrez que dans les recommandations, ça fait partie des pistes que l'on souhaite voir s'ouvrir en termes de recherche. Avoir un peu plus de renseignements sur la concentration dans le principe alcoolique. Mais j'ai envie de dire, on parle de la concentration de chlorhexidine, mais on pourrait s'interroger aussi sur la concentration de polyvidone iodé dans les préparations à base alcoolique. Vous savez qu'entre les produits utilisés en France, 5% de PVPI dans la solution alcoolique, dans la préparation alcoolique, et dans l'étude de Tully, la solution qui était utilisée était à 8,5% de polyvidone iodé. Donc on peut s'interroger aussi sur l'efficacité relative de différents dosages de polyvidone iodé. Je pense que ça fait partie des pistes de recherche aujourd'hui. Quelle concentration optimale d'antiseptique faut-il utiliser ? On n'a pas les réponses à toutes les questions. Je crois que la recherche encore a beaucoup de champs libres sur ce champ, sur ce domaine. Et je suis un peu gêné pour vous répondre qu'est-ce qu'on ramène à la maison comme message et qu'est-ce qu'il faut faire. Par moment, on a envie de dire, on a été biberonné à des recommandations recettes, des recommandations où on transpose la recommandation chez soi en rentrant. Si on va avoir une démarche rigoureuse sur le plan scientifique, on se pose des questions. Il y a des éléments qui sont des recommandations, donc qui sont des choses pour lesquelles, finalement, en tant que société savante, on s'engage. On dit « nous recommandons ». On met derrière le niveau de preuve scientifique qu'on interprète, qu'on met la force de la recommandation, mais pour autant on ne donne pas une recette. Donc je pense qu'il faut qu'on s'habitue aussi à prendre les recommandations comme étant des supports pour la mise en place dans nos établissements de stratégies cohérentes, basées sur des preuves scientifiques, avec une lecture critique de l'argumentaire. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui révolutionne un petit peu. Hein. Les recommandations sont souvent accompagnées d'argumentaires scientifiques très développés, pas très lus, il faut être honnête. Ce qui nous a conduit en 2013 à associer aux recommandations des commentaires très courts qui nous semblaient être des éléments qu'il fallait impérativement lire en même temps que la recommandation pour pouvoir se l'approprier et la décliner éventuellement dans son établissement. C'est peut-être une idée qu'il faut qu'on garde pour toutes les recommandations. On l'a fait en 2016, on l'a fait en 2013, on l'a fait en 2016. C'est peut-être quelque chose à compléter avec les éléments indispensables dans l'argumentaire. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas lire l'argumentaire. Hein. Je vous dis juste qu'on peut aider dans les recommandations à lire les points clés à reprendre. Et ces points clés sont dans les commentaires juste en dessous des recommandations. On ne répond pas à toutes les questions ? On est clair ? Oui, c'est un vrai point. Le type d'alcool, je sais pas si... Aujourd'hui, il y a des éléments qui nous font effectivement discuter alcool isopropylique versus alcool éthylique. Quand on regarde la littérature, elle mettrait en avant, dans les études in vitro, une supériorité de l'alcool isopropylique par rapport à l'éthanol. Le référentiel qui est largement utilisé dans les études, c'est l'alcool isopropylique. L'alcool qui est utilisé largement en France, c'est l'éthanol. Donc on sait qu'on a là aussi des pistes de recherche pour essayer de voir quelle est la meilleure combinaison antiseptique, concentration d'antiseptique, choix d'alcool, concentration d'alcool. Oui, bonjour Muriel Gallas, Annecy. J'ai une petite question en termes d'écologie, puisqu'il y a des différences régionales, des différences locales en termes d'écologie et d'infections sévères ou pas, notamment entérobactéries multirésistantes. Est-ce que c'est des éléments qui doivent être pris en compte, notamment pour positionner la chlorhexidine versus la polyvidone iodée ? Enfin, voilà.
Bon, les recommandations, on est d'accord, hein, c'est la chlorhexidine, mais est-ce que ça ne rentre pas malgré tout en ligne de compte l'écologie locale, l'écologie régionale, et notamment à BLSE? D'accord. Alors, c'est vrai que les très vieilles études ont reposé sur des populations où les entérobactéries multirésistantes, voire hautement résistantes, étaient moins fréquentes. Je pense que Denis Mackie ne vivait pas la même pression de BLSE ou de PC que ce que nous vivons actuellement. J'ai envie de dire que beaucoup d'études plus récentes sont finalement dans des contextes épidémiologiques qui sont très proches en termes d'écologie, hein, très proches de celles que nous vivons. Quand on regarde un petit peu les données nord-américaines, où beaucoup d'études ont été menées, on a quand même une pression BLSE qui est assez proche de celle qu'on retrouve en Europe. Et puis, si je prends l'étude CLEAN, parce qu'on l'a beaucoup cité, cette étude a reposé sur un panel d'établissements français avec l'épidémiologie que l'on connaît en France, c'est-à-dire une endémie de BLSE et des épidémies de PC, pour cibler un petit peu les entérobactéries. Donc effectivement, ça intègre de fait cette écologie qu'on retrouve dans nos pays et dans nos établissements. Il y avait une question. Nathalie, il y avait une question juste devant. C'est encore des échos, des questions qui ont été posées au fur et à mesure. Moi, je me pose la question du choix de la chlorhexidine à 2%. On a la chlorhexidine avec applicateur et on commence à voir, donc il y a une AMM, et on commence à voir de plus en plus de chlorhexidine sur le marché qui n'ont pas forcément d'AMM, qui sont soit des dispositifs médicaux, soit des biocides. Comment faire un choix éclairé ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Le contexte réglementaire est en train a évolué ces dernières années avec les directives biocides. Et aujourd'hui, on est dans une phase un petit peu d'interrogation. Alors, la première remarque qui est apparue très très vite quand même, c'est de se dire, aujourd'hui, un antiseptique utilisé sur une peau qui va être lésée, que ce soit pour la pose d'un abord vasculaire ou pour un acte chirurgical, doit avoir le statut de médicament et doit avoir une AMM. C'est la règle aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'antiseptiques qui respectent parfaitement cette règle, que ce soit à base de chlorhexidine, que ce soit à base de polyvidone iodé, que ce soit aussi à base de chloré. D'ailleurs, donc on a des médicaments antiseptiques. Quand on regarde un petit peu l'évolution un petit peu réglementaire, on pourrait s'attendre à éventuellement des changements. Les directives biocides s'intéressent en particulier à l'efficacité, avec des normes qui vont avoir une exigence qui est assez proche de l'exigence d'efficacité qu'on retrouve sur les dossiers d'AMM. Les aspects de tolérance sont beaucoup moins étudiés dans l'aspect biocide que dans les dossiers d'AMM. Alors, on a tout de suite quand même relayé cette interrogation auprès de nos autorités sanitaires, en particulier auprès de l'ANSM. Une réponse facile aurait pu être donnée. Ce qui n'a pas d'AMM n'est pas un médicament, ne peut pas être utilisé. L'ANSM, qui pourtant répond en général de façon assez rigoureuse par rapport à la réglementation, a répondu « Oups, c'est une bonne question, c'est le service juridique qui gère le dossier actuellement ». On est bien dans une phase un petit peu d'incertitude et de transition. Je n'ai pas d'éléments formels à donner en réponse, mais on sait bien qu'on est là dans une zone un petit peu de flou sur le plan réglementaire et sur le plan administratif, flou duquel il faudra sortir relativement vite. Et si je vais encore pousser le bouchon un petit peu plus loin, pour les établissements qui font partie du groupement d'achat Uni-Achat, sachez que 2 chlorhexidines alcooliques à 2% qui n'ont pas l'AMM ont été répertoriées. Il va falloir qu'on m'explique quand même à quoi peut servir la chlorhexidine alcoolique à 2% autrement que pour faire de l'antisepsie avant un geste invasif.
Donc on est vraiment en train, probablement, de glisser. Bonjour, Rachida Begri, pharmacien, association ECO, dialyse. Par rapport à la molécule antiseptique et la stratégie, on a parlé beaucoup hier de la chlorhexidine et des problèmes de résistance qui commencent à être perçus. Et en dialyse, on est quand même dans un cas d'utilisation répétée, fréquente, chronique, avec des patients qui pendant 20 ans vont arriver en dialyse. Est-ce qu'il faut établir la même stratégie, c'est-à-dire conserver la chlorhexidine alcoolique en première intention, ou bien faut-il penser qu'il faut alterner, ou peut-être penser aussi, problématique aussi en dialyse, on ne peut pas toujours utiliser la PVI. Est-ce qu'il ne faut pas aussi préconiser un antiseptique de troisième intention, parce que la question est très souvent posée par les infirmières à cause des problèmes d'allergie. Merci. Oui, c'est Amine, donc je repose la question, celle que j'ai posée un peu précédemment. Quid des modes d'application des antiseptiques, applicateur par applicateur, on change profondément la manière comment on fait une antisepsie sur la peau, méthode escargot pour la bétadine, et là on va sur une méthode de friction, temps de séchage après la friction. Il y a des réponses, s'il vous plaît? Merci. Pardon, Amine, d'avoir pas répondu à tes questions, mais elle faisait partie de mes notes gribouillées que je n'ai pas relues. Sur le même sujet, allergie, effets secondaires, est-ce que... C'est une question, enfin c'est aussi un commentaire, mais je crois vraiment qu'il y a une question qui se pose sur le respect des durées. On l'a indiqué dans les recommandations. Ça mériterait peut-être d'être précisé, ce qu'on n'a pas vraiment fait. Quelle est la durée d'antisepsie minimale nécessaire pour être efficace sur la peau? Alors, je te pose la question, on pourrait partager la discussion, mais je pense que c'est bien d'en parler dans cette réunion. Du coup, les éléments, alors... Une question, pardon. Oui, bonjour, Laurence Marsal, Paris. Sur la stratégie globale d'utilisation, on a actuellement un développement majeur de la chirurgie ambulatoire, avec des chirurgiens qui veulent faire beaucoup d'activités, aller très très vite. Donc si on arrive dans nos établissements en leur disant plus de douche, plus de détertion, ils vont être vachement contents. En pratique, est-ce qu'on pourrait avoir des recos pour l'ambulatoire ? Moi, je rebondis sur la question précédente. Effectivement, on parle d'ambulatoire, les cathéters qui sont gérés à domicile. Qu'est-ce qu'on va préconiser demain aux infirmières libérales? Quel type d'antiseptique quand elles devront refaire les pansements, justement? Ou effectivement, elles ne vont pas avoir des gammes d'antiseptiques alcooliques, peut-être? Bon, on va essayer d'éclairer un petit peu ces différents points. Alors, peut-être... je commence par répondre ou essayer d'éclairer les éléments qu'on a en point de repère sur les modalités d'application. Il y a plein de questions encore et on a très peu de repères sur la place d'un applicateur, par exemple. Une des hypothèses qu'il faut qu'on garde un petit peu en tête, et ça a été beaucoup discuté, c'est que l'applicateur étant une technique relativement nouvelle, elle a peut-être été appliquée utilisée avec plus de rigueur ou d'attention qu'une technique plus habituelle et vécue plus au quotidien. Et c'est peut-être de nature aussi à interférer un petit peu sur quelques résultats. Par analogie, vous avez peut-être tous en tête l'étude qu'avait fait Jean-Jacques Parianti il y a quelques années sur la désinfection chirurgicale des mains par friction ou par lavage. Et qui avait regardé le respect du protocole de friction, de désinfection chirurgicale par friction, et le respect de la préparation chirurgicale des mains par lavage. Dans le monde chirurgical où aucun chirurgien ne vous dira qu'il ne se prépare pas bien les mains, c'est dans les gènes d'un chirurgien, sauf que du côté lavage chirurgical, il y avait 50% de non-respect du protocole, et du côté friction chirurgicale des mains, il n'y avait que 15 ou 20% de mémoire de non-respect du protocole. Ce qui veut dire qu'une nouvelle technique est souvent un peu plus... prise avec plus d'attention et donne peut-être fait l'objet d'une meilleure observance, et c'est probablement un des éléments. Donc
l'effet applicateur est peut-être quelque chose à prendre en compte. Alors, on peut aussi se poser ensuite la question d'études. Il y a une étude, l'étude de Tully, qui a été citée hier, qui utilise dans les 2 cas de figure un applicateur. Alors, pas tout à fait utilisé de la même façon. Ça veut dire qu'il y a plein d'incertitudes encore autour de ça, mais en tout cas, la chlorhexidine alcoolique ou la polyvidone iodée alcoolique étaient utilisées dans les 2 cas de figure avec un applicateur. Donc on est dans quelque chose qui est, déjà, on se rapproche un petit peu de 2 stratégies, même si ce n'est pas exactement le même protocole qui était proposé. C'est pour vous dire qu'il y a plein de points d'interrogation et plein de points de recherche encore à pousser de ce côté-là. Probablement qu'il faudrait être plus précis, et peut-être une des conclusions de notre session serait de dire, mettons à côté de ces recommandations une fac écrite, voilà, on fait la fac à l'oral, mais faire une fac écrite où on pourrait préciser éventuellement des points sur le temps de contact, le temps de séchage, qui est souvent présenté comme ça, pour porter un petit peu l'application optimale d'un antiseptique. Alors sur la résistance, il y a un point important, effectivement, il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vigilant dans une stratégie d'utilisation des antiseptiques. Mais aujourd'hui, dans la littérature, et Nathalie Van der Meel l'a bien montré hier dans le symposium, les phénomènes de résistance sont extrêmement majoritaires dans des secteurs de réanimation qui ont une stratégie tout chlorhexidine, j'ai failli dire 200% chlorhexidine, entre la toilette, le patch sur le pansement du cathéter et une utilisation très large de la chlorhexidine. Et là, on peut voir apparaître effectivement des éléments qui ne vont pas poser de problème ponctuel pour le patient, puisque là aussi, nous ne nous trompons pas de cible. On fait de l'analogie, c'est-à-dire on a extrapolé les notions de CMI des antibiotiques aux antiseptiques avec finalement des situations qui sont totalement différentes puisque les concentrations d'antiseptiques qu'on utilise sont très très largement supérieures au CMI et donc on est, pour l'instant, on n'a jamais été confronté à une résistance aux antiseptiques comme on l'a vécu, comme on la vit aujourd'hui en termes de résistance aux antibiotiques. Je ne suis pas en train de dire que le problème n'existe pas et qu'il faut s'asseoir dessus. Mais le problème n'a pas la même acuité et je pense qu'il est peut-être un peu délicat de mettre trop en parallèle les 2 phénomènes. On a tout à fait raison de se faire très peur avec la résistance aux antibiotiques. Je ne sais pas s'il faut se faire peur. On est dans le mur pour la résistance aux antibiotiques. Le problème de la résistance aux antiseptiques est une préoccupation qu'il faut garder en tête dans une stratégie d'utilisation. Et le problème se pose pour l'utilisation en réanimation extrêmement large. Se pose peut-être pas pour les cathés d'hémodialyse où le patient viendra 3 fois par semaine et sera exposé sur des temps courts 3 fois par semaine dans une séquence de dialyse, même si elle dure des années et des années. Vous voyez, on n'est pas tout à fait dans le même cadre. Chirurgie ambulatoire, excellente question. Vous avez vu que dans le groupe de travail, il y avait des chirurgiens de chirurgie ambulatoire, de l'Association française de chirurgie ambulatoire. Et des discussions qu'on a pu avoir, et des discussions qu'on a d'ailleurs à la marge de toutes ces recommandations, puisque l'Association française de chirurgie ambulatoire a très envie de travailler avec la Société française d'hygiène hospitalière sur des recommandations sur la meilleure prise en charge possible de cette activité chirurgicale qui va très largement se développer. C'est de dire, attention, ayons une stratégie, une vraie stratégie. Et peut-être qu'une des interprétations erronées des recos de 2013, c'est de dire la douche, ça n'a pas été prouvé, donc j'arrête. La détertion, ça n'a pas été prouvé, donc j'arrête. L'antiseptique, bon, j'ai quand même prendre un antiseptique alcoolique et je fais ça sur un coin de table en 45 secondes. J'ai quand même souvenir d'une session où un de nos collègues a dit, et vous savez qu'opérer dans une salle d'intervention, ça n'a pas été prouvé non plus, vous pouvez opérer au milieu de la cour. Alors, je suis un peu provocateur, mais je pense qu'il faut qu'on ait une stratégie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que chaque élément d'une stratégie de prise en charge peut faire l'objet de débats qu'il ne faut pas s'interroger sur une stratégie cohérente. C'est-à-dire que si je suis en capacité de garantir que mon patient prend une douche avant d'entrer au bloc opératoire, peut-être que la détertion est moins importante et que c'est légitime d'arrêter la détertion. Si par contre mon patient, et que je vérifie la propreté au bloc opératoire,
Et que si le patient n'est pas propre au bloc opératoire, et on sait tous quels sont les points très précis à aller rechercher. Chirurgie orthopédique, on va regarder entre les orteils. Chirurgie digestive, on va regarder dans l'ombilic. Enfin, des petits détails de ce type-là que nos collègues IBOT connaissent parfaitement bien. Et si on n'a pas une stratégie, si on n'a pas la garantie, ou en tout cas des critères qui nous permettent d'être un petit peu solides autour de ça, eh ben, on garde une stratégie un petit peu plus large. Nos collègues chirurgiens qui font de la chirurgie ambulatoire, qui étaient avec nous dans cette démarche, étaient complètement sur la même longueur d'onde. Je pense qu'il ne faut pas reprendre chacun des critères et dire puisque ça n'a pas été validé, je retire tout. Donc c'est plutôt une discussion et une réflexion à mener par l'établissement autour d'une stratégie cohérente de prise en charge. C'est peut-être un des problèmes, un des défauts d'interprétation des recos de 2013 sur la préparation cutanée de l'opéré. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Non, antiseptiques en ville. Il y a des antiseptiques alcooliques qui arrivent en ville. Vous avez tous vu, j'imagine, que la polyvidone iodée alcoolique arrive en ville. Donc c'est une stratégie qui peut être proposée aussi pour des traitements des cathéters. Une dernière question sur ce thème. C'est juste, Bruno, tu viens de parler de la douche, on n'a pas du tout parlé avant. Est-ce qu'on a un délai optimal de douche avant un acte opératoire? Parce que nous, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a dit... Bon, ben, si la douche a été prise, on avait donné un délai de 2-3 heures avant l'entre-bloc opératoire, on peut se passer à détertion. Et on voit qu'on a fait un audit, et on voit que c'était pas possible de faire une douche de 3 heures avant, d'autant plus en ambulatoire, enfin, ou même en chirurgie conventionnelle. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose sur la douche? Est-ce que c'est clair ou pas? Il n'y a absolument rien d'écrit de ce côté-là. On est tous dans la même incertitude et chacun est allé un petit peu de sa propre interprétation. Tu dis 3 heures, nous on a dit 4 heures. C'est au doigt mouillé. Bien, je crois qu'il est temps de conclure cette session. S'il n'y a plus de questions brûlantes que vous regretteriez de ne pas avoir posées, est-ce qu'on fait une petite synthèse? Je crois que... Je pense qu'il faut... tout à l'heure, il y avait une d'entre vous qui demandait des take-home messages. On va peut-être conclure avec une petite synthèse. Bruno, Difficile de faire une synthèse. On voit un petit peu qu'il y a des choses qui sont un petit peu solides aujourd'hui. On est en réanimation, on est sur des cathéters de courte durée. Les recommandations quand même reposent sur des études anciennes et une belle étude dont la méthodologie ne peut pas être critiquée. Donc je pense qu'aujourd'hui la ROCO devient une recommandation forte en réanimation. Le groupe de travail avait proposé de l'extrapoler aux autres cathéters. Je pense que c'est un message qu'on peut ramener chez soi. Pour la chirurgie, je pense qu'il faut bien réfléchir aux stratégies qu'on utilise et toutes les portes sont ouvertes, quel que soit l'antiseptique, alcoolique, pardon. Take-home message aussi, c'est antiseptique alcoolique en chirurgie, mais pas de choix privilégié d'une molécule par rapport à une autre. Je pense que si on part avec ces messages-là, on a les idées un petit peu claires pour mettre en place des choses opérationnelles dans son établissement, dès lundi matin. Ce que je vous propose aussi, mais là je m'engage un petit peu, je pense que ça serait intéressant qu'on reprenne un petit peu les éléments fondamentaux de ce débat ce matin pour le mettre dans une fac écrite, associée au guide de recommandation pour éclairer un petit peu les éléments qui sont nos interrogations communes et les éléments de réponse qu'on peut partager. En tout cas, merci de votre participation nombreuse à cette session très matinale.